Bonjour à tous. Nous allons commencer officiellement cette rencontre virtuelle FLE. Je vais demander à Monique Deneyer d'activer sa caméra. Voilà. Si tu veux bien activer, Monique, on ne te voit pas encore. On t'a entendu, mais on ne te voit pas. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc je vais, après le petit rappel technique donc fait il y a quelques secondes, donc nous allons commencer officiellement cette rencontre virtuelle FLE. Donc voilà, on a passé la barre des 100 participants et on voit qu'on a des gens, des participants d'un peu partout dans le monde. Donc rien que pour voir les pays qui s'affichent en ce moment sur le chat, on a le Mexique, la Colombie, l'Espagne, le Brésil, le Pérou, la Grèce, la France, donc voilà, la Tunisie. Donc merci à tous d'assister en ce moment à cette rencontre virtuelle et de consacrer 1 heure de votre temps donc à cette présentation en ligne. Donc voilà, vous êtes connectés depuis les 4 coins du monde pour assister pendant 1 heure à la rencontre virtuelle FLE animée aujourd'hui par Monique Deneyer, collaboratrice habituelle des éditions Maison des Langues et notamment co-auteur de Défis A1 et A2, notre nouvelle collection pour grands adolescents et adultes. Donc, comme je vous le disais, pendant cette session, vous allez pouvoir utiliser la fenêtre de questions-réponses. Nous tâcherons de répondre en direct à toutes les questions que vous allez nous poser. Et sinon, nous allons les regrouper pour y répondre en fin de session. Donc voilà, je laisse la parole à Madame Monique Deneyer. À tout à l'heure. Bonjour à tous, que je ne vois pas, ce qui est très frustrant, mais que j'imagine. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter une conférence que j'ai déjà faite antérieurement, depuis la Belgique où effectivement il pleut. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres pays où il pleuvait aussi et où normalement il ne devrait pas pleuvoir. Donc me voilà un peu consolée. Alors, l'objet de notre rencontre aujourd'hui, c'est une réflexion, plus qu'une information, une réflexion sur la culture, ou les cultures, ou la culture avec un grand C, comme disait récemment un auteur, la culture culturelle. Et la question que nous allons nous poser est la suivante. Est-ce qu'il ne faudrait pas introduire dans l'approche actuelle, dans l'approche actionnelle actuelle, la culture? Parce qu'il me semble qu'il y a des choses que nous maîtrisons très bien dans l'approche actionnelle actuelle, qui sont ces choses-là. Les tâches, théoriquement, nous maîtrisons. La construction inductive de la grammaire, théoriquement, nous maîtrisons. Mais il me semble qu'il y a des lacunes. Alors d'abord un petit rappel de ce que nous sommes censés maîtriser. Je vous rappelle que le cadre européen de référence dans la fameuse page 16, qui est à peu près la seule lisible, dit que la tâche peut se définir de la façon suivante, ou l'approche actionnelle en tout cas. L'approche actionnelle adoptée se centre sur l'action dans la mesure où elle considère les usagers et les apprenants de langue comme des acteurs sociaux, c'est-à-dire comme les membres d'une société qui ont des tâches à accomplir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une tâche, c'est quelque chose qui se trouve dans la société. Une tâche sociale de citoyen. Voilà ce que nous avons à faire accomplir à nos étudiants. Et dans certains curriculums de certains pays, notamment celui de la Belgique, mais de la Suisse, partiellement de France, on ajoute que la situation est une situation problème. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire parler les apprenants pour ne rien dire. Si on parle dans un contexte, c'est parce que ce contexte nous pose une question, nous pose un problème. Et que précisément, c'est ce problème que nous allons essayer de résoudre dans la mesure
où nous finalisons ainsi notre tâche. Nous avons un but, une finalité extra-linguistique, j'insiste, pour résoudre le problème devant lequel nous sommes. Et tout ça nous fait déboucher sur un produit. Mais ton produit ne sera pas mon produit. Le produit de quelqu'un qui est en Belgique ne sera pas le produit de quelqu'un qui est au Guatemala, par exemple, où j'ai vu qu'il y avait au moins 2 personnes. Je salue au passage, c'est un pays que j'adore. Alors, une tâche donc, c'est quelque chose de contextualisé qui débouche sur un résultat plus ou moins différent. Eh bien, j'ai l'impression que nous avons un peu oublié de nous interroger sur ce que c'est que cette contextualisation, cette socialisation, c'est-à-dire aussi ce culturel. Parce que, comme nous dit Jean-Claude Béacou, l'apprentissage d'une langue inconnue constitue une découverte forte de l'autre. Pourquoi forte? Mais parce que justement, l'autre est situé dans un contexte, dans une société qui n'est pas la nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Alors si nous nous obstinons à faire parler nos étudiants sans prendre en compte ce contexte, ce social, ce culturel, je pense que nous manquons une dimension de l'action. Donc, si nos talents connus sont la tâche et la construction inductive de la grammaire sur laquelle je ne reviens pas, il nous manque, me semble-t-il, une attention accordée à la culture. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que je ne peux pas faire de culture sans parler aussi de lecture et de lexique. Et donc ces 3 points-là me semblent être les points qui ne sont pas suffisamment approfondis. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas touchés, mais je dis qu'ils ne sont pas suffisamment approfondis dans ce dont nous disposons actuellement. Je vais donc développer à la fois la culture et la lecture. La lecture viendra s'inscrire dans le développement de la culture et c'est pour ça que je l'ai souligné en vert pour que vous voyez le moment où tout à coup on passera de la culture à la lecture. Allons-y pour la culture. C'est quoi ça la culture? Est-ce qu'il faut que nous parlions de culture ou faut-il que nous revenions à un terme qui avait été utilisé abondamment antérieurement et qui était celui de civilisation? Alors, la civilisation, on en parle au moment de l'approche traditionnelle. Voici un petit cadre récapitulatif de la succession des objectifs que l'apprentissage des langues a assigné à nos cours, à nos manuels. Au moment de la méthode traditionnelle, vous voyez, c'est le premier cadre en haut à gauche, les objectifs ou les finalités de l'enseignement des langues étaient prioritairement des connaissances linguistiques et civilisationnelles. Et ce qu'on faisait, c'était de la lecture, des thèmes et des versions. Et puis il y a eu la rupture fondamentale qu'a apporté l'approche audiovisuelle, où on s'est dit que c'était très joli de connaître des tas de choses, mais que l'évolution du monde faisait qu'il nous fallait absolument devenir capable de parler dans une langue. Et il faut bien reconnaître qu'à ce moment-là, les préoccupations de culture, de civilisation ont un peu disparu. Entre parenthèses, la grammaire était aussi disparue et était même condamnée. Et donc, ce qu'on faisait, c'était des répétitions, des exercices structuraux globaux, un peu comme on apprend à son chien à demander un biscuit, en faisant le beau. C'est greffé alors sur l'audiovisuel, à l'approche communicative, où on s'est dit qu'il ne suffisait pas de se comporter comme le chien, c'est-à-dire de répéter ce qu'on nous avait appris, mais aussi d'inventer des choses. Et d'inventer la communication, et d'ailleurs communiquer,
c'est nécessairement inventé, je ne peux pas me contenter de répéter, je dois me greffer sur le discours de l'autre. Et c'est pour ça que la notion fondamentale de l'audiovisuel était la notion d'acte de langage. Me greffer sur ce que l'autre veut me dire en disant moi aussi quelque chose de précis. Soit dit en passant, que devenaient les phrases et surtout que devenaient les textes à ce moment-là. On était plutôt dans des actes de communication très réduits. Et ce que l'approche actionnelle ajoute maintenant, c'est, je suis en bas dans le tableau, je ne me contente plus d'énoncer des phrases, mais je produis des textes complets qui sont situés dans, je vous renvoie tout à l'heure, un contexte de communication, c'est-à-dire que je produis des tâches. Et que mon objectif, je retourne à gauche, mon objectif n'est plus seulement de communiquer, mais d'agir, c'est-à-dire de faire des choses et par exemple de travailler avec autrui. Alors si vous voyez la progression de ce tableau, vous voyez que ça nous amène vraiment à une complexification. Alors, dans ce contexte-là, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que la notion antérieure de civilisation, la notion qui était celle de l'approche traditionnelle, est encore pertinente dans une approche actionnelle? Vous voyez que j'ai mis l'approche audiovisuelle et communicative en bas et en blanc parce qu'elle s'en fichait assez bien de la civilisation ou de la culture. Et en quelque sorte, il y a quelque chose d'un peu paradoxal d'introduire ou de réintroduire la civilisation ou la culture dans l'actionnel parce que c'est comme si on retournait en arrière dans l'approche traditionnelle. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une réflexion justement sur ces notions de civilisation et de culture. Alors, ce que les auteurs nous disent, c'est que quand on parle de civilisation, en fait, on adopte une approche descriptive des faits culturels. Des exemples, quand j'ai commencé à étudier l'espagnol, je me souviens encore que l'on disait, quand on reçoit un cadeau en Espagne, il faut l'ouvrir, en France aussi d'ailleurs. Mais dans d'autres cultures ou civilisations, on n'ouvre pas le cadeau, on le met en évidence sur une étagère, mais on ne l'ouvre pas. Et on vous donnait ainsi une série de comportements à adopter, une espèce de nomenclature de ce qui se faisait. Faites et ne faites pas. Comme si la culture pouvait être mise en boîte, comme si on pouvait énoncer des règles de culture comme on énonce des règles de grammaire. Or, je m'en vais dans mon cadre bleu à droite. Ce que les spécialistes nous disent, c'est qu'aujourd'hui, nos sociétés connaissent une hétérogénéisation de plus en plus importante, je vais m'étendre sur le terme, et une labilité importante aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est de plus en plus rare de trouver une culture homogène, que toutes nos sociétés et toutes nos cultures sont imprégnées d'autres cultures. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, vivent à Bruxelles ou en Belgique, ils savent qu'à Bruxelles, une centaine de langues sont utilisées. Et si une centaine de langues sont utilisées, une centaine de cultures et d'habitudes culturelles sont aussi utilisées. Et probablement que ces cultures se mélangent et créent donc des cultures nombreuses, hétérogènes. Et ça n'arrête pas de se produire, c'est-à-dire que c'est labile, que c'est mobile, impossible de dire ce que sera la culture de Bruxelles dans 20 ans.
Donc, comme nous dit Abdallah Pretzel, dont je vous ai mis les initiales au bas du petit cadre bleu, nous vivons dans une structure définitivement plurielle du tissu social et éducatif. Et nous savons bien que ça pose beaucoup de problèmes dans l'enseignement d'une langue dans divers pays. Donc, si nous opposons les deux visions de la civilisation ou de la culture, celle de l'approche traditionnelle à gauche et celle qui devrait être celle de l'approche actionnelle, nous voyons que nous ne pouvons plus adopter la vision traditionnelle de la culture parce que, nous disent les auteurs, nous aboutissons à des fossilisations. C'est idiot de dire qu'aujourd'hui, encore en Espagne, dans tous les milieux, on ouvre les cadeaux. Ce n'est peut-être pas vrai. Plus vrai que nous aboutissons à des généralisations. Moi, j'ouvre les cadeaux, mais toi, non. À chacun, si vous voulez, sa culture. Et aussi, on aboutit à des folklorisations. Exemple dans les écoles bruxelloises où régulièrement les petits-enfants de tous les pays représentés présentent leur plat national. Non pas que j'ai quelque chose contre la cuisine nationale, mais il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin que ce type de folklorisation. Voilà l'objectif. Il y a qu'à. Alors, je vous détaille encore ces notions de hétérogénéisation et de labilité parce qu'elles me paraissent vraiment fondamentales. À gauche, Abdallah Pretzel nous dit « Aucun individu n'est familier avec le tout de la culture à laquelle il appartient ou se réfère. » Ça veut dire que nous avons des sous-cultures, si vous voulez, des morceaux de culture. Et que mon morceau de culture, comme belge bruxellois, n'est pas nécessairement le morceau de culture d'une autre belge bruxelloise. Et vous pouvez transférer à votre situation. À droite, autre réflexion, toujours d'Abdallah Pretzel, l'individu, et on fait un pas de plus là, l'individu n'est plus seulement le produit de ses appartenances, il en est aussi l'auteur, le producteur, et vous voyez là apparaître la notion d'action et la notion de culture agie, de culture créée, de culture actionnelle. Ça veut dire que c'est moi, l'individu, qui choisis une appartenance culturelle. Je choisis par exemple la bonhomie wallonne. Je choisis l'activité, la gentillesse, la spontanéité espagnole, et je me fais une espèce de melting pot qui crée ma personnalité, mais qui est faite de cultures différentes. Donc, on peut, je repasse à gauche, non plus parler de filiation, mais d'affiliation. Que l'on en soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, on le fait. Parce qu'on ne peut pas ne pas être dans une situation, dans une société dont parlait le cadre européen que j'ai rappelé en commençant. Donc vous voyez que la notion de culture, d'appartenance culturelle qui est en train de se développer consciemment ou non, c'est une appartenance active et plus ou moins consciemment choisie. Par définition, je trouve que la culture est actionnelle. Je fais une première conclusion. La civilisation ne peut donc plus être des données exposées, c'est important,
par le professeur ou le manuel, elles doivent être véhiculées par des individus et ne peuvent s'exprimer que par leur intermédiaire. C'est gentil de dire ça, mais comment? Alors, je refais une deuxième petite conclusion, et puis on s'intéressera au comment. Une conception plurielle et dynamique de l'identité sociale et culturelle rend caduque toute approche analytique et normative. Je traduis. Il n'est plus possible de dire à ses élèves, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se comporter, voilà quelle est la culture française, belge, suisse, déjà ça fait beaucoup. Donc je ne peux plus être normatif ou normative, mais je dois me débrouiller pour mettre en œuvre une approche plurielle et dynamique. À la culture de l'autre doit se substituer la rencontre de l'autre. Donc nous devrions nous débrouiller pour que dans nos cours, on rencontre l'autre. Et c'est ça qu'on va travailler tout de suite. Bref, encore en plus joli, un humanisme des œuvres doit se substituer à un humanisme de la rencontre. La culture comme ordre devient une culture comme action, et l'apprenant doit devenir un acteur culturel, comme il était déjà un acteur linguistique. Bon, c'est gentil tout ça, mais comment? Alors, ce que les spécialistes prônent, c'est une rencontre avec l'autre. Comment faire? Et quels objectifs viser? Alors, je suis tombée par hasard, en faisant des recherches sur le net, sur le guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum plurilingue, et ce qui m'a intéressé, c'est le et interculturel. Et dans ce document, vous trouvez donc sur le net, et dont j'ai donné les références en fin de l'intervention, l'objectif prioritaire assigné à la culture est celui-ci, c'est la capacité de faire l'expérience de l'altérité culturelle et d'analyser celle-ci. On avait déjà parlé de la rencontre avec l'autre, eh bien il faut se débrouiller pour qu'on rencontre l'autre et qu'on le rencontre dans son aspect le plus culturel possible. Il me semble que dans cette définition des objectifs, je remonte, il y a deux choses différentes. La première, c'est la capacité de faire l'expérience de l'altérité culturelle. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, voilà les données culturelles, il faut que je mette mes étudiants en immersion dans des situations d'entrée de jeu. Alors, quand on a affaire à des primo-arrivants, par exemple, ça va tout seul. Parce que les malheureux, ils sont dans des bains toute la journée. Ils doivent aller faire les courses. Ils doivent aller chez le médecin. Ils doivent s'inscrire dans une école. Et donc, à chaque fois, ils sont plongés dans un bain culturel. Et ceux d'entre vous, d'ailleurs, qui donnent cours à des primo-arrivants, doivent régulièrement expérimenter le fait de quelqu'un qui arrive et qui dit écoutez, j'ai rencontré telle personne et pour m'inscrire dans l'école, je dois faire ceci ou cela, comment je dois faire? Et ce que nous dit Beaco, c'est qu'il y a donc des contacts effectifs, par exemple les primo-arrivants, ou nous-mêmes, vous-même quand vous venez en France, mais quand vous venez comme touriste, vous n'êtes imbriqué que dans des situations culturelles assez superficielles. Si vous venez travailler en France, c'est une autre histoire, vous êtes dans le bain. Donc, il y a des contacts, il y a des bains effectifs et des bains
que nous devrions mettre en place si nous n'avons pas la possibilité de prendre un vrai bain, qui sont des bains virtuels, c'est-à-dire des textes en définitive, des documents qui remplacent l'individu. Alors, une chose importante encore que nous dit Beako, c'est que quand nous plongeons nos étudiants dans un bain réel, effectif, nous entraînons, que nous le voulions ou non, des enjeux personnels très forts. Et d'ailleurs, nous savons bien que dans ces cas-là, nous pouvons avoir nous-mêmes des réactions comportementales, verbales, affectives en interaction. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Vietnam. Dans une ville comme à Hanoï, j'ai des réactions comportementales, de fatigue, parce qu'il y a beaucoup de bruit, de crainte, parce qu'il y a des motos partout, verbales, c'est difficile, parce que je ne maîtrise pas la langue, et affective, oui, parce que je me dis, est-ce que j'aime ces gens-là? Est-ce que j'aime pas ces gens-là? Pourquoi? Il est impossible de ne pas avoir de réaction forte quand on est plongé dans un véritable bain culturel. Et bon, il faut les prendre en compte, évidemment. C'est moins vrai quand on est dans un bain virtuel. Par rapport à un texte, par rapport à une écoute, euh, bah, je suis loin. Je suis loin et puis je peux mettre en ordre, en action mes défenses. Et donc, je pense que nous avons une tendance, quand nous faisons cours, à ne pas prendre en compte les réactions affectives, verbales, comportementales de nos étudiants face à un bain virtuel. Je poursuis cette réflexion-là. Et voilà un bain virtuel. Je ne peux pas vous amener à Bruxelles, c'est le document de gauche, pour vous montrer la Zineke Parade, parce que vous êtes loin. Mais je vais vous montrer ce document-là. Je ne peux pas vous amener au Maroc à droite, mais je peux vous montrer ce document-là. Alors, le voilà. Oups, pardon, je rate mon effet là. Le voilà ce document sur la Zineke Parade, à nouveau dans les rues de Bruxelles. Vous savez pas ce que c'est une Zineke Parade, j'imagine. Mais vous avez un document illustré et peut-être que vous pouvez vous faire des idées. Là, vous êtes loin de moi, mais je sens vos cerveaux qui fonctionnent. J'imagine que vous vous dites qu'ils sont habillés d'une façon bien étrange et que ça a l'air d'un carnaval et que, bon, eh ben voilà, réagissez, réagissez dans un bain virtuel. Mais j'en entends aussi qui me disent, mais vous êtes complètement cinglé. Parce que ça s'adresse à qui ce document-là? Ben oui, ça s'adresse à des étudiants de niveau A1, de niveau A1 après 2, 3 unités. Mais ils ne peuvent pas lire, mais ils ne connaissent pas tous les mots. Ben non, je sais. Et après, je passe parce que j'y reviendrai s'il me reste du temps. Et que je voudrais d'abord vous dire quelque chose de fondamental. C'est ça. Moment de réflexion. Vous pouvez vous trouver et mettre vos élèves devant un texte très difficile et ne leur proposer qu'une tâche facile. Alors, devant ma Zineke Parade, je pourrais simplement demander à mes étudiants, c'est quoi ce truc? C'est où? C'est quand? Et il suffirait de lire le petit texte de droite
qui vous donne des indications, si vous arrivez à le lire là, sur la Zineke-Parat, c'est quoi, qui participe, c'est quand et combien ça coûte. Et ça coûte rien du tout parce que c'est dans les rues de Bruxelles et que c'est effectivement une espèce de carnaval. Et c'est tout. Ça peut suffire pour que je décide d'y aller ou de ne pas y aller. Et c'est une tâche. C'est une tâche de lecture. Parce que lire, et ici vous avez vu que je suis passée à la couleur verte, ça veut dire que je suis dans la partie qui concerne la lecture, et que je vais donc essayer de vous faire une synthèse des choses les plus fondamentales sur l'activité de lecture, sans laquelle, évidemment, je ne peux pas procurer de bain virtuel à mes élèves. Donc vous comprenez pourquoi la culture est étroitement liée à la lecture. Alors, vraiment en synthèse, les spécialistes de la lecture nous disent que lire, c'est se créer une représentation mentale dans la tête de l'information textuelle. Et en général, d'ailleurs, dans la vie quotidienne, on ne verbalise pas cette représentation mentale. On lit et on se met des choses dans la tête et puis point à la ligne, sauf si on est amené à en discuter pour une raison ou pour une autre. À l'école, si je veux vérifier le résultat de la lecture, il faut que je la fasse verbaliser. Et deuxième chose très importante, qui est une synthèse en fait de nombreuses œuvres de Umberto Eco, et notamment de Lector in Fabula, qui est un magnifique texte, très compliqué mais magnifique, où il nous dit que lire, l'action de lire est une interaction, et vous voyez que j'ai deux flèches, une interaction entre le texte et le lecteur. Pas seulement du lecteur sur le texte, mais du texte aussi sur le lecteur. C'est-à-dire que le texte nous donne des indices, même nous incite à agir, dit Umberto Eco, et on va voir quels sont les indices en question, et que le lecteur, lui, doit aller les chercher et il doit les traiter. Le lecteur est comme un ordinateur, il est un traitement de texte. Et cette représentation mentale que nous créons, ça c'est encore fondamental aussi, peut être de trois ordres. Je peux me faire du texte une représentation générale, c'est-à-dire que je vais laisser tomber les détails et que je ne vais garder que la substantifique moelle de l'information textuelle. La représentation mentale que je peux attendre de ma lecture peut aussi être partielle. Je pose une question très claire au texte, qu'il soit d'ailleurs écrit ou oral. Si je me trouve sur le quai d'une gare pour aller à Paris et que j'entends plusieurs informations, je ne vais m'attarder que si j'entends Paris et je vais capter ce qui est dit de Paris. Le reste ne m'importe pas. Objectivement, est-ce que nous proposons souvent des écoutes semblables à nos élèves et est-ce que nous proposons souvent des lectures semblables à nos élèves? Ou bien est-ce que nous sommes encore marqués par une éducation stricte, comme celle que j'ai reçue et qui me disait « mange tout ce qu'il y a dans ton assiette », c'est-à-dire « lis tout le texte ». Mais madame, il y a des mots que je ne connais pas. Et après, qu'est-ce que ça peut faire si ce que je te demande, c'est quelque chose de partiel? Troisième possibilité, c'est comprendre tout le texte, se faire une représentation mentale qui est comme une photocopie du texte, avec tous les détails. Et vous voyez que c'est ici que le contexte joue son rôle. Parce que la représentation mentale que je vais demander à mes étudiants dépendra du contexte et du problème que le contexte me pose. Donc nous ne pouvons plus de grâce faire des lectures kilométriques
avec des questionnaires kilométriques qui décomposent le texte en tout petits morceaux et en définitive, nous ne savons plus ce que le texte a dit. Nous devons créer des situations de lecture. Et ce sont ces situations de lecture avec un problème. Qu'est-ce que je vais chercher dans le texte? Pourquoi je lis ce texte? Dans la vie de tous les jours, on ne lit jamais un texte sans objectif. Eh bien, à l'école, on l'oublie trop souvent. Et c'est cet objectif-là, cette situation-là, qui entraînera une lecture générale, partielle ou totale. Et vous voyez bien que, selon la lecture que je me propose, je n'aurai pas tout à comprendre et que ma tâche pourra être relativement facile ou difficile, même si le texte est très facile ou très difficile. C'est pas la même chose. Donc, la difficulté de la tâche n'est pas la difficulté du texte. Et mon vrai texte sur la Zineke-Parade, trouvé sur une affiche, est un texte moyennement difficile si on prétend que je doive connaître tous les mots et relativement facile si je veux simplement savoir si je vais y aller ou pas. J'ajouterai que, en cours de route, il faudra installer petit à petit ce qu'on appelle de plus en plus les stratégies de lecture et dont le manuel récent, qui s'appelle Défi, vous donne une liste et qu'il essaye de mettre en œuvre le plus longtemps possible ou de vous inciter à mettre en œuvre. Elles sont listées dans le manuel, je vous y renverrai parce que sinon je n'aurai pas le temps d'arriver au bout de ce que j'ai à vous dire. De toute façon, vous aurez à disposition le PowerPoint. Voilà. Et je reviens donc à mes objectifs culturels. Je vous rends cette phrase clé. Les objectifs culturels sont la capacité de faire l'expérience de l'altérité culturelle, c'est ce qu'on vient de travailler abondamment, et d'analyser celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je peux très bien faire l'expérience de l'altérité culturelle et puis de ne pas me créer une sorte d'interculture personnelle. Une fois que j'aurai vécu cette expérience, il faut que je la mette à distance pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir faire deux choses, c'est-à-dire établir des liens cognitifs et affectifs entre ce que je sais et ce que je sens déjà et la nouvelle expérience. Et du même coup, questionner les aspects généralement considérés comme allant de soi au sein de son propre groupe culturel et de son milieu. Exemple, je suis à Hanoï, je suffoque à cause de la quantité de gens, à cause de la quantité de motos, à cause de la quantité de bruit, et je me dis, mais et toi? Est-ce que dans ta culture, il n'y a pas du bruit, il n'y a pas des motos, il n'y a pas des... Ben non, c'est vrai, au fond, je vis dans un pays tranquille. Est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'aime pas ça? Bref, je prends de la distance par rapport à l'autre, mais je prends de la distance par rapport à moi, et puis je vais créer mon propre mélange. Un exemple de cognitif. C'est une des premières unités de défi. Et avant de commencer, en haut à droite, là, que vous ne pouvez pas lire, il est mis avant de lire. Et dans cet avant de lire, on demande aux étudiants de dire Paris. Si je vous dis Paris, c'est quoi? Quels sont les mots qui vous viennent dans la tête si je dis Paris? Et vous notez au tableau Tour Eiffel, Notre-Dame, malheureuse Notre-Dame, je ne sais pas moi, Odéon, ah bon, Odéon, la Joconde, et vous notez votre nuage de mots au tableau. Et puis vous leur proposez cet alphabet de Paris.
en leur demandant d'y repérer les mots que eux-mêmes ont déjà notés. C'est une première démarche. Donc, ils retrouvent dans un document ce qu'ils savent déjà de Paris. Et puis, on va leur demander de regarder les autres et de se faire une idée de ce que sont les autres. Soit parce qu'ils le disent, quelqu'un aura déjà été voir la Joconde. Ah oui, mais oui, d'accord. Quelqu'un aura déjà été au Jardin du Luxembourg. Ah oui, d'accord. Et vous faites ainsi un mélange de ce qui est su et de ce qui est nouveau. Vous établissez donc des liens cognitifs et affectifs entre l'acquis et la nouvelle expérience de l'altérité. Et ça devrait être fait à partir de tous les textes. Le cognitif, ça veut dire ce que je sais de Paris et ce que je découvre de Paris, mais aussi ce que je sais de ce que les Français mangent, à quelle heure, et ce que j'en découvre, ce que je sais de ce que les Québécois ont comme fête et de ce que j'en découvre, et ainsi de suite. Et de grâce, faisons la même chose pour l'affectif. Je pense que pour ne blesser personne, on a eu un peu tendance à raboter affectivement ce que l'on propose à nos étudiants. Parce que ce qui est culturellement affectif, c'est délicat. C'est délicat. Je me souviens de ne pas avoir pu parler, et elle me reste, si j'ose dire, sur l'estomac, d'une fessée dans un manuel de Philippe Foutionne, parce que la fessée est interdite par la loi française, et parce que probablement, est-ce que c'est bien de donner une fessée ou est-ce que c'est pas bien? Eh bien, si ça intervient dans un texte, travaillons-le et laissons sortir l'affectivité de chacun. Voilà encore un exemple d'affectivité important qui nous a donné pas mal de fils à retordre et qui traite de l'évolution des couples dans la société française. Où, en gros, à partir de statistiques réelles, on vous montre que il y a une bonne cinquantaine d'années, c'était le mariage qui était prépondérant. Il n'était pas du tout question de Pax à ce moment-là. Et puis, que le Pax a fait une timide apparition et que les mariages étaient en baisse, que les mariages ont dégringolé une pente savonneuse jusqu'à ces dernières années où ils remontent tout doucement et où les Pax sont très nombreux et où les unions libres sont probablement très très nombreuses aussi, mais ne sont pas répertoriées. Ça veut dire aussi que les divorces sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant, et ça choque. Ça choque parce que quand on a 40 ans, on aimerait bien croire au Père Noël et se dire que son mariage va durer jusqu'à la fin des temps. Mais le Père Noël est une ordure, vous savez bien ça, et ce n'est pas le cas. Une participante à une formation d'il y a 15 jours nous disait qu'elle avait soumis ces documents-là à ses étudiants polonais et que ces étudiants polonais avaient fait des recherches spontanées en se disant mais chez nous c'est pas possible. Ils avaient été choqués affectivement par cette unité. Ils avaient fait des recherches et ils s'étaient même dit mais après tout, est-ce que peut-être on ne pourrait pas en prendre de la graine? Je vous laisse mijoter là-dessus. Je voudrais faire un pas de plus parce que pour que nos étudiants deviennent actionnels en matière de culture, il faut que, comme à ces étudiants polonais qui ont pris l'action spontanément par la peau du cou, nous leur proposions, nous, profs,
de le faire s'ils ne le font pas spontanément. Et donc, à la fin de l'unité qui concerne la famille, nous leur demandons de faire un relevé des états civils de la classe et de faire une sorte de schéma en fonction des nationalités, de façon à faire apparaître quelle est l'évolution de l'état civil en fonction des nationalités, tout au moins dans la classe. Je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Ben oui, ben voilà. Et je suis à peu près au bout, en vous disant que en faisant cette action-là de s'approprier les données françaises, mais pas seulement françaises, nous avons voulu dans Défi parler de la francophonie et d'une francophonie très élargie. Nous avons parlé, vous l'avez vu, de la Belgique, nous avons parlé plus souvent qu'à son tour du Maroc, du Québec, mais aussi des pays qui antérieurement avaient connu des dominations françaises et qui, comme le Laos, le Vietnam et ainsi de suite. Bref, nous avons étendu à une majorité de cultures et à chaque fois, nous demandons à l'étudiant de faire une tâche qui soit à la fois, et je vais faire un petit retour en arrière très rapide parce que je pense que j'ai le temps, tâche qui est à la fois culturelle mais aussi évidemment linguistique, parce que, m'y voilà, ce que nous devons viser, je pense maintenant, c'est 3 curriculums. Un curriculum culturel, un curriculum communicationnel et un curriculum linguistique. Je m'explique rapidement. Quand nous étions dans la méthode audiovisuelle, dans la méthode traditionnelle, vous vous souvenez de mon cadre, les tables des matières étaient rédigées en termes de langue et de civilisation. Qu'est-ce que nous voulons installer comme outil linguistique et comme outil culturel? Et puis, au moment où l'audiovisuel et le communicationnel sont intervenus, la communication a pris le dessus. Là, le culturel a disparu. On s'est exprimé en termes d'actes de langage et sur ces actes de langage, on a greffé des ressources linguistiques. C'est ce que vous avez dans les manuels de diffusion d'espagnol, par exemple, comment esto funciona o intercambio. L'actionnel est arrivé et sur la communication, on a greffé la tâche. Et peut-être que si vous vous souvenez de certaines tables de matière, vous aurez vu qu'elle commence par l'indication d'une tâche, suivie d'une indication d'acte de langage et de ressources linguistiques. Et je prétends maintenant qu'on devrait faire une table des matières, la tête en bas, qui fait le cumulé et qui nous propose le culturel comme premier objectif, sur lequel se greffera une tâche culturelle et de communication grâce aux outils linguistiques que l'on aura installés. Et c'est comme ça que la table des matières de défi se structure. Vous avez d'abord de la culture, des indications de tâches dans la deuxième colonne, une indication de culture et de société dans la colonne suivante, la communication, la grammaire, le lexique et oui, l'audio. Voilà, nous allons ainsi aboutir à la finale où l'interculturel est en couleur mélangée parce que vous aurez compris qu'on crée son interculturel à partir de multiples données partielles, constamment mobiles et qui viennent de sous-cultures différentes. Ce qui fait que, pour moi, l'éducation interculturelle devrait conduire l'enseignant à ne pas se préoccuper seulement de faire parler les apprenants.
pour les faire mieux parler en langue étrangère. Mais aussi cette fois à prendre sérieusement en considération ce qu'ils disent. Et j'ai souligné dans deux couleurs différentes le ce qu'ils disent. Le ce, c'est le sens. Et ce qu'ils disent, c'est à la fois les apprenants et les textes. Et pour amplifier votre information, si vous le souhaitez, voilà une mini-bibliographie qui se focalise à la fois sur l'éducation interculturelle et sur la lecture. Et ce qui est assez curieux, c'est que toutes ces références sont déjà assez anciennes. Elles ont fait un boom il y a une vingtaine d'années. On a beaucoup parlé de culture, on a beaucoup parlé de lecture, et on n'a pas fait de petit, si j'ose dire. Ça n'a pas donné de résultats pratiques. Et je pense qu'il est temps de le faire. Voilà. Je vais maintenant regarder les questions que vous me posez. Oui, effectivement, quand on parle de Pax et d'homosexualité, Astrid, dans un pays où c'est interdit, ça peut être très délicat. De même que de parler de divorce. Ben, je pense qu'il faut proposer le texte français, parce que ne pas parler de ça dans la culture française, c'est louper la culture française. Et puis après, quand on se sera informé sur ce sujet-là dans la culture française, on leur dira, ben, et vous, prenez vos distances par rapport à ça. Et maintenez vos opinions ou modifiez vos opinions. Positionnez-vous par rapport à cette donnée-là. Alors, les stéréotypes, j'aime pas beaucoup moi les stéréotypes, parce que je trouve que les stéréotypes, ils font partie de l'ancienne conception de la culture, c'est-à-dire de la civilisation. S'ils surgissent, il faut les laisser s'exprimer, et puis il faut essayer de trouver des textes qui les concernent d'une façon ou d'une autre pour montrer en quoi ils sont toujours pertinents ou pas du tout. Alors Samuel, je vais très vite dans ce que tu dis, comme un modèle. Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Oui, 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 par exemple, on pourrait avoir tendance à présenter l'égalité homme-femme, qui est une des obsessions actuelles de la culture française ou francophone, comme étant un modèle. Non, je pense qu'il faut présenter tout ce que nous disons de la culture francophone comme étant sa personnalité, et puis de leur dire, maintenant que tu as compris de quoi il s'agit, positionne-toi. Vous verrez que partout, le questionnement que nous proposons pour les textes met en œuvre la réaction de l'étudiant. Alors, oui, vous trouverez des titres de Béaco dans la bibliographie, et puis vous tapez Béaco sur le net et vous allez tomber sur un tas de trucs. Ah ben oui, c'était intéressant ça. On met l'étudiant en tant qu'individu apprenant et affectif et le prof, lui. Eh bien, je pense que le prof devrait d'abord avoir une conscience très aiguë de ce qu'il est lui-même, hein, de ce qu'est son identité culturelle, affective et cognitive. Et qu'avant de proposer sa leçon avec tel document, qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas de défi ou d'ailleurs, il est lui-même réagi. Mais sa réaction à lui ne doit venir qu'en dernier lieu. Impossible qu'il la propose comme modèle. Alors, Liu, est-ce que tous les documents authentiques provoquent des réactions affectives? Ben, oui et non. Oui et non. Je pense qu'il y a des documents qui sont strictement cognitifs, qui font appel à la réflexion intellectuelle, avec peu d'affectivité pour autant que ce soit possible.
bah voilà, à ce moment-là, on ne fait pas réagir affectivement. Et à l'inverse, il y a des documents qui sont purement affectifs, comme des billets d'humeur, ou comme oui, des billets d'humeur, des protestations. J'espère que je te réponds. Oui, Monique, tu pourrais lire les questions avant d'y répondre, d'accord, je vais le faire. Une autre question, Elga. Oui, Elga demande si dans une université indonésienne où elle travaille, il vaudrait mieux que le locuteur soit natif. Ben, il est très difficile de faire passer une culture ou des aspects culturels, je ne devrais pas dire une culture, sans y avoir vécu et sans en faire partie. On est une sorte de médiateur et dans ce cas-là, moi je me présenterais vraiment comme étant un médiateur et je ne serais pas très à l'aise. Je crois d'ailleurs même que, pour être tout à fait honnête, si je suis natif, il faudrait que je dise à mes étudiants d'où je suis natif et quelle partie de la culture francophone je véhicule. C'est à quoi moi, en tant que Belge, je suis souvent très sensible parce que je ne suis pas la culture française et même je suis une partie de la culture francophone qui fait souvent sourire les Français, ce que j'assume parfaitement. Mais voilà. Alors oui, une question très très importante d'Anne Lou qui nous demande si quand je parle de curricula, je parle de compétences. Oui, absolument. Alors ça, c'est vraiment une question énorme qui mériterait presque un quart d'heure de réflexion. C'est que dans le temps, les curriculums étaient définis en termes de connaissances et qu'aujourd'hui, ils sont définis en termes de compétences. Compétences linguistiques, compétences culturelles, compétences de lecture, compétences de gna. Et que le terme de compétence comprend la connaissance. C'est pas parce que je peux faire quelque chose que je ne sais rien. Je dirais même que plus je sais et plus je peux faire. Je vais très très vite, mais c'est une discussion qui a alimenté les débats en Belgique pendant des heures. Alors, Éléonore. Mais finalement, la Zineke-Parade, c'est une tradition locale, une représentation foncièrement folklorique d'un aspect de la culture belge. Oui. Euh, alors, où créer, où trouver et comment créer des bains pluriculturels? Je crois que d'abord, le texte est rarement pluriculturel, mais il peut créer un bain pluriculturel. Je crois qu'il faut que nous soyons à l'affût de la radio, à l'affût de la télévision, à l'affût des textes qui traînent partout, y compris dans la rue, sur les trottoirs, dans les affiches, et que nous nous constituions une bibliothèque ou des caisses entières de documents qui véhiculent des valeurs culturelles. Et alors créer le bain en créant une tâche. Nous allons mettre fin, je vois apparaître, à la session. Effectivement, il va être midi. Je suis un petit peu désolée de ne pas avoir pu répondre à plus de questions, euh, mais, mais voilà, peut-être que Diffusion aura une idée. Monique. Je vous remercie beaucoup. Allô Monique, tu m'entends? Me sens un petit peu frustrée de ne Monique? pas vous avoir vu, Tu mais m'entends Monique? voilà. Donc voilà, Oui, je on est en t'entends, fait, il y a Séverine. une thématique qui a soulevé tellement de questions. Donc ce que l'on fera, si tu le souhaites, ce sera de te transmettre toutes les questions que nous avons reçues et nous avons prévu, n'est-ce pas, de proposer un article
en continuité de ta rencontre virtuelle, un article qui sera mis en ligne sur notre site internet. Donc peut-être qu'une partie de cet article pourra être la, la, la réponse à justement ces questions. D'accord? Attends. Voilà. Eh bien, écoutez, Absolument. on va faire comme ça parce que c'est vrai que sinon, voilà, c'est un tel plaisir de t'écouter, c'est une opportunité de t'avoir et voilà, ça déclenche la folie des participants. Donc, on va faire comme ça, d'accord? Donc, je vous rappelle que D'accord. dans une heure ou deux, vous allez recevoir donc le mail avec votre certificat d'inscription et le questionnaire de satisfaction. Que cette session a donc été enregistrée. Donc, dans une dizaine de jours, on mettra, comme vous l'a souligné Madame Deneyer, le PowerPoint et la vidéo à disposition donc sur notre plateforme Espace Virtuel. Et donc, dans quelques semaines, d'accord, nous mettrons en ligne un article visant à aller plus loin dans, dans cette réflexion autour de la culture. Voilà. Bah, merci beaucoup. Ce sera pour le mois Voilà, de c'est ça. Il faudra juillet ou attendre un d'août. petit peu. Et entre-temps, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer à FLE, comme français langue étrangère, fle@emdl.fr. On vous rappellera de toute façon l'adresse email maintenant dans le chat de fin de session. Et voilà, donc merci beaucoup Monique, merci à Maria Vittoria qui a été ici pour assurer, organiser en amont et ici pendant la session tous les aspects techniques. Donc voilà, merci à tous et donc on reste en contact par email et voilà, n'hésitez pas à nous écrire et donc enfin je vous souhaite de continuer la réflexion et je vous remercie d'avoir pris donc du temps pour être avec nous. Voilà, merci, à bientôt. Que ceux qui ont du soleil Tu nous as raison, parce que l'envoient. sinon on est tous enrhumés là, c'est vraiment pas possible. Allez, ben, bonne journée à tous. À bientôt.